On se retrouve aujourd'hui pour tenter de valoriser Microsoft, la fusée qui a gagné en 10 ans pas loin de 800% et pour savoir si le prix aujourd'hui est acceptable, si on est complètement surévalué ou si on est au contraire sous-évalué. Alors dans la précédente vidéo, je vous la mets là, par là, on avait vu les ratios, on avait vu ce qu'il était bon d'en tirer, les conclusions, etc. et par rapport au prix. Et maintenant, on va passer à la valorisation. Alors, si on se met ici, j'ai remis absolument tous les éléments qui sont dans TradingView avec le free cash flow, etc. Les différentes datas et on a une marge nette qui était aux alentours de 34% et j'ai mis un PER alors de 29 ou alors on mettra du 37 puisque on atteint du 37, mais globalement ça risque de faire beaucoup. Si on se met sur un PER de 29, on a une valorisation grossière qui est de 285. Aujourd'hui, on est à 411, ce qui n'est pas la même chose, on est d'accord. Alors là, on est sur un PER qui est déjà relativement élevé, on enlève la dette, il n'y en a pas, tant mieux, mais globalement, c'est quelque chose où un PER de 29 est déjà élevé et pourtant, on pourrait dire que comparé à la valorisation, on est encore au-dessus. Si on passe sur un PER de 37, on se retrouve à une valorisation qui est énormissime toujours, mais bien en dessous du prix, donc on pourrait se dire qu'on est surévalué. Alors oui et non, tout simplement parce qu'un PER élevé n'est pas la seule chose à prendre en compte, que là, c'est uniquement un multiple fois le résultat net moins la dette, mais il n'y en a pas divisé par le nombre d'actions. Ça ne donne absolument pas la valorisation future, les gains futurs, etc., etc. Donc on est vraiment sur une valorisation grossière. De la même manière, pour la valorisation de Graham, c'est beaucoup plus une approche value. Donc forcément, même si ça dit que ce n'est pas la même chose, il ne faut pas se dire que ça y est, c'est surévalué. Ce n'est pas forcément adapté à toutes les sociétés et Microsoft n'en est pas exempt. Si on regarde au niveau de la croissance moyenne passée, on n'est qu'à 7,33%, ce qui est bizarre puisque on connaît Microsoft avec une énorme croissance. Oui, mais on part de 2010 pour arriver à 2023. Et or, la courbe s'est accélérée après. Si on passe ici et qu'on se met au niveau du chiffre d'affaires, on voit bien que le chiffre d'affaires est en constante hausse, mais on voit bien quand même depuis 2016-2017 une accélération qui est beaucoup plus franche. Si on met par exemple une ligne, admettons, si on fait quelque chose comme ça, et si on remet une autre ligne et que je prends celle-ci, on voit bien quand même qu'on a deux accélérations qui sont complètement différentes. On en a une qui est à une pente quand même élevée, mais on a derrière une pente bien plus forte et on le voit bien, c'est très net depuis 2016-2017. Donc à voir si on valorise depuis 2010 et qu'on prend jusqu'à aujourd'hui, ou ce qui compte c'est de prendre la dernière période avec la nouvelle stratégie. Si on passe au niveau des revenus nets, on voit aussi au niveau des revenus nets, on était jusqu'à 2016-2017 et on est parti en flèche depuis. Donc la question c'est est-ce qu'on valorise une société entière comme ça ou est-ce qu'on reprend les ratios depuis ici? On fera les deux. Si on regarde au niveau des marges nettes, c'est un peu la même chose. On était dans tous les cas à des belles marges nettes, mais on voit bien quand même que depuis 2018-2019, on est à 30, 30, 36, 36, 34. Donc on est un petit peu au-dessus. Alors ça ne joue pas énorme puisque avant on avait aussi du 30, mais passer de 30, 33 à 36, 37, ça peut jouer aussi. Quoi qu'il en soit, on est toujours sur un chiffre d'affaires qui est en constante hausse et bien plus ces dernières années et une optimisation de la marge relativement récemment. C'est donc pour ça que quand on passe ici, on a une valorisation de 7,33, mais si je reprends ici plus récemment, on voit que j'ai pris un 25 et 72, ce qui correspond ici, si on se met là, hop, à 25 et 72. Alors là, j'ai pris les bénéfices, c'est juste pour illustrer. Je n'ai pas pris le point le plus bas depuis 2018, ça aurait été de la triche de prendre le point le plus bas et le point le plus haut pour ensuite faire une moyenne actualisée, une médiane et une croissance annualisée. Le but est de partir de 25, on va faire comme s'il y avait eu 25 milliards en 2018, donc on partirait de là pour arriver finalement ici, et comme on stagne ces deux dernières années, c'est pas mal du tout. Quand on se met là, on voit que la croissance est de 19%, ce qui n'a rien à voir avec les 7%. C'est aussi pour ça que si on regarde bien, dans TradingView, si on se met là au niveau des finances, on voit ici qu'on a une énorme progression, 9,81, 11,56, 13,32, 15,70 et 18,69. 18,69, on double en quelques années comparé ici au 9,81. Donc j'ai repris ces ratios
en les mettant et en voyant ce que les analystes attendaient comme croissance. Si on se met ici, les 9,81 et les 18,7, ça nous fait une croissance annualisée de 13,8, ce qui n'a rien à voir avec les 7%. Donc, il y aura une valorisation avec une croissance estimée future de 6%, ce qui est un petit peu en dessous de ce qu'on avait, mais il y aura aussi une valorisation avec la nouvelle croissance, donc qui est aux alentours de 19% ou du 13,8, en gros 14% attendu. Et vous verrez que ça ne donne pas du tout la même chose. Donc si on passe à la valorisation par DCF avec les 6%, on a 187, ce qui donne qu'on est complètement surévalué pour Microsoft. Mais si maintenant on passe à une croissance de, allez, on va se dire que les analystes en attendent 14, on est prudent, on se met sur du 13 ou du 12, vous allez voir que tout de suite ça change absolument tout, on est sur une valorisation de 329. Et si on est sur du 19, alors oui ce sont les bénéfices nets, mais même si on passait sur du 19, on voit bien qu'on serait sous-évalué. Donc on comprend bien que ce qui compte, c'est vraiment la croissance annualisée, puisque chaque pourcent de chaque année, surtout sur une longue période, sur 7, 8, 10, 15, 20 ans, chaque pourcent gratté peut vous permettre à la fin d'avoir un énorme écart. On comprend bien que entre 13 et 14%, si chaque année vous prenez 1% pendant 10 ans, vous avez pris une marge annuelle qui est énormissime et qui à la fin se ressent beaucoup plus. Si on repart sur une valorisation avec du 13,8, on va mettre du 13 pour être légèrement plus pessimiste que les analystes. On a une valorisation de 362, ce qui montre qu'on est toujours surévalué, mais c'est ce qu'on disait dans la précédente vidéo. Effectivement, si on était brut, net, on devrait valoriser à 362, voire peut-être un petit peu moins si on était un petit peu pessimiste, par exemple 12%, à 330. Mais ce qu'on paye ici, c'est le prix de la qualité, tout simplement, puisque dans la vidéo précédente, on l'a vu, les marges sont énormissimes, le roadshow est énormissime, il y a encore du rachat d'actions, ce qui fait que ça va aider ce chiffre-là, puisque forcément, si vous divisez par moins d'actions dans le futur, puisqu'il y en aura normalement moins si la société continue sa politique de rachat d'actions, forcément, vous en aurez moins, donc il y aura le titre montera. Évidemment, là, on garde, on ne fait pas de divination, on garde le nombre actuel, mais normalement, ça devrait être un petit peu plus haut. Globalement, toutes ces choses font que les gens préfèrent surpayer un petit peu plus, mais être dans le train. Et encore une fois, on peut les comprendre. Ça ne veut pas dire que parce qu'un titre est surévalué, on passe de 329 à 411, il ne faut absolument pas l'acheter. Non, parce que comme on l'a dit, si vous avez un PER énorme, mettons un PER de 37, et si jamais la société, dans 2-3 ans, fait un chiffre d'affaires qui est 2 fois plus gros, avec des bénéfices 2 fois plus gros, vous n'aurez plus un PER de 37, mais vous aurez un PER de 18,5. Donc, certains sont prêts à payer aujourd'hui un peu plus cher et avoir un PER énorme parce qu'il y a encore de la croissance et parce que dans 2-3 années, la croissance aura effacé cet ancien PER qui ne sera plus qu'un 18,5 au lieu d'un 37. Et oui, dans 2-3 ans, une personne pourra se vanter d'avoir acheté un Microsoft à un équivalent de PER 18,5 et les gens lui demanderont mais comment tu as fait, comment c'est possible? Tout simplement parce que si on est rentré dans le train il y a de nombreuses années, aujourd'hui on est très content, même si à l'époque on l'avait surpayé. Mettez-vous à la place de quelqu'un qui aurait surpayé Microsoft, par exemple, ou dans les années 2000, ou en 2010, 2012, 2015, bref, n'importe quand avant les 5 dernières années, aujourd'hui il serait quand même content, parce qu'avec la croissance qu'il y a eu, avoir surpayé il y a 5, 10, 15, 20 ans, aujourd'hui c'est oublié. Si on passe au niveau de la droite de régression avec l'historique des cours, on voit que depuis donc 95, on remonte et on est sur le haut de deuxième écart type. Donc on pourrait dire qu'on est surévalué et qu'il y a une forte probabilité pour qu'on redescende, puisque c'est ce que ça nous donne en général les écarts types. On le voit bien ici, c'est pas parce que c'est au-dessus que ça va descendre d'un coup, c'est une probabilité, et dans les probabilités, il y a toujours quelqu'un qui gagne au loto, même si les probabilités sont contre lui, il y a des gagnants. De la même manière, si quelqu'un est ici, probabilitairement parlant, il aurait dû perdre, et non, il a gagné. Mais tôt ou tard, le cours finit par rejoindre la droite de régression, sauf si, et c'est bien là que nous allons voir, ici ce n'est pas réellement le cas, tout simplement parce qu'on a dit que Microsoft avait changé de paradigme sur les 10 dernières années, et donc ce n'est pas forcément, alors c'est toujours la même société, mais le secteur ou la stratégie n'est plus la même, donc on peut considérer que ce n'est pas exactement la même société qu'à l'époque, donc pas avec la même vitesse de croissance, et donc forcément ça rebat les cartes. Alors oui, la croissance était déjà belle, mais globalement si on prend sur les 10 dernières années, donc pas les 360 mois, mais les 120 derniers mois, donc les 10 dernières années, on se retrouve ici avec une société qui finalement est au niveau de sa fair value, tout simplement, puisque depuis 10 ans, la courbe a changé, elle est plus pentue, on le voit ici, mais on l'a vu aussi tout à l'heure sur TradingView, ce n'est pas la même chose. Et donc aujourd'hui, avec la nouvelle croissance, avec la nouvelle stratégie, on est au niveau de la fair value. Donc oui, un PER de 37 peut sembler élevé, oui, 411 $ peut sembler élevé, mais si on en croit la courbe, la droite de régression, on n'est pas trop loin de la fair value. Si on en croit la valorisation par DCF, vu la croissance attendue, on n'est pas trop loin non plus, on surpaye un petit peu, mais globalement on n'est pas loin.
Et si on passe sur Goro Focus, on se retrouve avec la même idée du fait qu'on est légèrement surévalué, mais pas complètement dans les choux, tout simplement parce que la croissance attendue est énormissime. Si on passe au niveau de la valorisation par DCF, on se retrouve ici avec une fair value à 292 au lieu de 411. Alors c'est parce qu'ils ont pris une croissance à 17,5 pendant 10 ans. Si on se met un petit peu en dessous, plutôt sur du 13-14, mais qu'on se dit que Microsoft sera encore là dans 10, 12, 15 ans et qu'elle peut encore avoir une croissance pendant les 12 prochaines années, puisque l'intelligence artificielle ne fait que commencer, que les smartphones commencent à être dans les mains de tout le monde et que c'est le moment où on peut commencer, un peu comme Apple l'a fait, à vendre des montres, des écouteurs qui vont avec, des casques, peu importe, de tout connecter. On est à l'aube d'une numérisation à grande échelle et Microsoft pourrait en faire partie. Donc dans les 10 prochaines années, c'est complètement jouable d'avoir du 14% de croissance pendant 12 ans et on voit bien qu'on a tout de suite 277, ce qui est bien plus haut que ce qu'on avait pu estimer la première fois. Évidemment, si vous montez cette croissance à 16, 17, vous montez à une valorisation de 325. Toute la question, comme d'habitude, est de savoir à combien vous pouvez estimer la future croissance et donc la valorisation actuelle. Même si vous dites que vous passez à 14% de croissance pendant 12 ans et que la fair value n'est qu'à 277. Oui, mais si cette croissance se réalise bel et bien, vous pourriez aussi regretter de ne pas être rentré à un prix légèrement plus élevé plutôt que la fair value sur laquelle vous étiez accroché. Attention, est-ce que ça veut dire que vous devez vendre femme, enfant et un rein pour rentrer maintenant sur Microsoft? Absolument pas. Encore une fois, c'est votre propre avis, votre profil, votre temps d'investissement, vos moyens. Bref, il faut réussir à pouvoir bien dormir la nuit et il faut avoir une stratégie adaptée à votre profil et absolument pas se jeter comme ça parce qu'on dit que Microsoft est une pépite. Mais il ne faut pas non plus se dire j'attends un PER de 15 parce qu'on m'a toujours dit qu'au-delà de 15 ou 20 c'était beaucoup trop cher donc je ne rentrerai pas sur le titre Microsoft tant qu'il ne sera pas un PER de 15. Il faut encore une fois nuancer et c'est à vous de voir si vous croyez en le titre, savoir si vous pouvez dormir la nuit et savoir que Microsoft ne coulera pas, si vous êtes sûr que la croissance va continuer, qu'elle va même nous surprendre et qu'on va en voir encore plus. Bref, toutes ces petites choses qui font que vous êtes confiant en la valorisation, vous jouez avec les pourcentages et vous voyez si la croissance vous convient ou non. Si on descend ici, on se met sur la droite ici qui nous dit qu'on a une trendline à 15% au niveau des revenus et si on se met au niveau des free cash flow, on est à 15% également, mais c'est sur all. Donc si on se met sur les 10 dernières années, on voit bien qu'on passe de 15 à 13% et qu'en revenu, on passe à une trendline de 12%. Pourquoi est-ce que ça peut s'expliquer d'avoir une moins grande vitesse? C'est tout simplement par le rachat d'actions. Et donc ce qu'il faut aller voir, c'est les earnings per share. Tout simplement parce que vous pouviez avoir une croissance des revenus sur all bien plus conséquente et un peu plus molle sur les 10 dernières années, même si encore à 12% vu la société, vu la taille de la société, c'est relativement respectable. Si sur les 10 dernières années la croissance est moins grande, oui, mais si derrière il y a du rachat d'actions massif, forcément ça fait changer la donne. Si on a ici, on voit bien qu'on a du 22%, ce qui est complètement différent de la croissance des revenus, puisque vous pouvez avoir une croissance des chiffres d'affaires avec une marge toujours identique, vous aurez une marge des revenus qui sera, enfin une marge de revenus nets qui sera aux alentours des 15% aussi. Mais si vous rachetez des actions entre-temps, de plus en plus le gâteau se réduit et vous avez donc une trendline à 22%. Et si on regarde comparé à avant, on a sur le all une trendline à 15%, tout simplement parce que peut-être qu'on ne rachetait pas autant d'actions avant et qu'on s'est mis à racheter en masse, ce qui fait forcément bouger le earning per share. Évidemment, ce qui vous intéresse, vous, ce sont les deux. Le earning per share, puisque vous êtes un investisseur et vous avez des parts de propriété, des actions de cette société-là, donc tant mieux si Microsoft rachète ses parts. Mais il faut aussi savoir si la croissance n'est pas en train de trop ralentir, puisqu'une société qui n'a plus de croissance et qui ne fait que racheter des actions pour masquer cette croissance, ce n'est pas bon non plus. Là, heureusement, on est dans le meilleur cas de figure, on a les deux, on a toujours une croissance, peut-être un peu plus molle depuis quelques années, mais toujours une croissance, et la société rachète des actions en masse, ce qui fait gonfler, vous, le prix de votre action. Voilà, j'espère avoir fait un beau tour d'horizon pour vous donner envie. J'ai essayé d'aborder un petit peu tous les chiffres, un petit peu tous les ratios, tous les indicateurs. Maintenant, et c'est souvent le plus grand job de l'investisseur, c'est d'aller lire les rapports financiers, écouter les conférences call, de regarder les 2-3 derniers et surtout de voir si la stratégie du management s'est bien opérée ces dernières années, s'ils ne changent pas d'avis entre-temps, s'ils sont plutôt confiants. Bref, pour savoir si tous les chiffres que nous venons de voir sont fortement probables de se réaliser ou pas du tout, ou si le management fait n'importe quoi, ou si au contraire il
qu'il domine son sujet, domine son secteur et que les chiffres que nous avons faits ici sont parfaitement réalisables et si du coup décidez si vous devez rentrer ou non parce que ou les chiffres vous n'aurez pas confiance, ça sera votre tambouille à vous et vous direz que vu l'ambiance qu'il y a dans les conférences call et vu ce que montrent les rapports financiers, vous avez peur que ça ne se réalise pas ce scénario-là ou alors au contraire, vous serez extrêmement confiant en disant oui, en ayant potassé le sujet, en ayant vu sur l'historique ce qui s'est passé et ce que le management dit, ce scénario-là est complètement réalisable et selon les calculs, ça vaut le coup de rentrer. Comme d'habitude, c'est donc à vous de voir et à vous de faire votre propre choix final. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et moi je vous dis à la prochaine. Salut!